On a pu vous entendre correctement. Merci à vous. Bonjour Monsieur Brugade. Donc vous venez d'entendre Gilles Corso qui n'a pas véritablement répondu clairement à toutes les questions qui étaient posées. Ces questions ont été élaborées par tout un ensemble de citoyens et sont des questions simples simplement pour qu'ils aient une idée directe de celui qui va représenter la France, dans quel sens il va aller et comment est-ce qu'on peut juger de son activité. Et donc maintenant c'est à votre tour. Moi je n'interviens en aucun cas et c'est Gisèle qui va vous poser les mêmes questions. Bonjour Monsieur Brugade. Merci d'avoir accepté ce direct. Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis peut-être présenter également le mouvement ou le collectif que vous représentez afin que les personnes vous situent un petit peu. Et puis après, je vous poserai effectivement quelques questions comme elles ont été posées à Monsieur Gilles Corso. Oui, bonjour à tout le monde. Alors d'abord, je vis très simplement. Mon travail personnel m'a permis de rénover une maison. J'ai transporté des tonnes de tuiles, de gravats, de pierres. J'ai reconstruit des murs, j'ai raboté, poncé des poutres. J'ai construit un poêle de masse, pour ceux qui connaissent. J'élève des abeilles et je cultive un jardin. Je connais donc la valeur du travail manuel et je fais attention à l'environnement. Ah oui, les abeilles n'aiment pas les poisons. Mais je suis aussi intellectuel. J'aime la philosophie, les mathématiques, les auteurs antiques, et je suis très actif sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook. Je connais d'autre part les finances et le secteur bancaire, puisque j'y ai exercé pendant plus de 30 ans. Mais j'ai aussi des handicaps. Avant de prendre une décision, je dois réfléchir, étudier la situation, et il m'est difficile de dire un brut pour point quelle est la solution à un problème. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que avant de prendre une décision dans la vie, on étudie la question, on réfléchit, et ensuite on va décider. Mon parcours politique a commencé en décembre 2018, hein, pas en novembre. Parce qu'en novembre 2018, j'ai été surpris de ce qui se passait en France. La France avait jauni. Bon. J'ai étudié la question, je me suis rendu compte que ce qui se passait nous concernait tous, parce que ce qui n'était pas apparent, c'est que derrière la perte de pouvoir d'achat des Gilets jaunes, il y avait autre chose de beaucoup plus grave. C'est que des personnes, des institutions, des organisations, voulaient éliminer la France, et puis les Français, bah, s'ils sont gênants, on les dégage. Hein. Alors pourquoi je me suis mobilisé? C'est parce que je suis directement concerné, que ce soit ma maison, ma santé, ma liberté, tout était menacé. Je n'ai pas accepté cette hypothèse et j'ai décidé de rejoindre les Gilets jaunes sur un rond-point en décembre. Et j'ai porté le gilet jaune pendant 3 ans et demi. Pourquoi sauver la France? Bah, simplement, c'est que si on veut se sauver soi-même, on n'a pas le choix, il faut sauver la France. Le problème, c'est que la France, elle est composée de Français. Et que les Français, ce n'est pas un peuple, mais ce sont des peuples. On a des peuples politiquement divergents, on a des peuples géographiquement très différents, on a la Bretagne, on a la Corse, on a la Nouvelle-Calédonie. Chaque peuple est différent. Le but d'un État, c'est d'assurer le lien entre ces différents peuples et non pas de les opposer. Si on veut détruire une nation,
Oui, effectivement, il faut souscrire, c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on va souscrire à la demande d'indépendance de la Martinique, à la demande d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et puis comme ça, vous éliminez la nation France. La France n'existera plus. Alors, c'est un choix. Pour certains, bon, c'est normal. Moi, je ne pense pas que ça soit normal. La France est ce qu'elle est. Elle n'est pas parfaite, c'est sûr. Personne n'est parfait. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas disparaître comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est ma présentation. Donc, merci Monsieur Brugade. Donc, les forces de l'ordre ont entendu votre appel et sécurisé l'Élysée et Matignon. C'est votre premier jour à l'Élysée. Quelles sont les premières mesures que vous prendriez prioritairement? Emprisonnement. Je dis bien emprisonnement. Du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des gouvernements passés qui nous ont mis dans cette situation. Il restera le Sénat. Et il n'y aura donc que le Sénat qui sera représentatif provisoirement de la volonté populaire. Alors le Sénat, beaucoup le critiquent. Oui, c'est vrai. Mais il représente aussi la ruralité, c'est-à-dire ce qui fait l'âme de la France. Il a des défauts, je suis d'accord. Mais il assure quand même une permanence de la France. Ce n'est pas parce qu'il y a 30% de politiciens corrompus qui sont tous corrompus. C'est pas parce qu'il y a 30% de médecins corrompus qui sont tous corrompus. La corruption est généralisée. Bon, il faut effectivement la combattre. Mais ce n'est pas en éliminant le Sénat qu'on résoudra ce problème. Il y a une institution qui s'appelle le Sénat. Oui, ça sera la seule pendant quelques mois qui fonctionnera. Alors bien sûr, imaginez que mettre en prison nos gouvernants, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mettre en suspens tous les accords passés ou toutes les soumissions passées à l'Union européenne, à l'OMS, ou au FMI. Ah ben oui, ça va provoquer des remous, c'est évident. Donc la première chose à faire, on s'enferme, hein. On remet les frontières immédiatement, on s'enferme, on règle notre linge sale en famille, on règle les problèmes internes, et ensuite, on verra. Donc, c'est les premières mesures dans les jours et dans les mois qui suivent, quoi. Oui, très rapide. Hein. Si on veut rétablir la situation, j'ai pas 40 ans devant moi. Hein. Donc, c'est ce qu'il y a à faire en priorité. Donc, du coup, comment vous définissez la position de la France sur le plan international actuellement? Eh bien, la position de la France, elle est relativement simple. Aujourd'hui, on a à la tête de l'État des gens qui veulent détruire la France. Détruire la France, c'est pas seulement à l'intérieur qu'on la détruit, mais c'est également au niveau international. C'est-à-dire, on s'est fait éjecter d'Afrique, on a remplacé les représentants, les représentants internationaux, je cherche le mot, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a mis en place tout un système de mafia qui s'appuie sur des collaborateurs, hein, collabos en abrégé, et il faut non seulement détruire la France, mais détruire l'image de la France et les racines de la France. Et ça passe
effectivement par une image désastreuse à l'international. On va jusqu'à voir un ministre qui est délégué aux droits LGBT en Afrique. Ben, les Africains, ils rigolent. Hein. Tout à fait. Donc, vous décideriez quoi concernant les organismes internationaux? Mise en sommeil temporaire, hein, c'est-à-dire qu'on bloque tout. Je vais vous citer quelque chose qui n'est pas de moi, hein, mais bon, vous la retrouverez facilement sur Internet. Hein. Les accords et les traités, c'est comme la virginité d'une jeune fille. Hein. Ça disparaît. Donc, en ce qui concerne les organismes internationaux qui sont plus ou moins sous lesquels on est obligé de baisser la tête, vous les mettriez en stand-by à l'immédiat, quoi. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir en France qu'il pourra faire ce qu'il veut. Si on veut avoir des mesures un peu extraordinaires, il faut avoir un soutien populaire massif. Donc, qui que ce soit, hein, moi ou pas moi, peu importe, hein, j'en ai rien à faire. Si il n'y a pas une certaine coordination au niveau national entre les Français pour dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas, rien ne se fera, rien ne pourra se faire. Et comment vous solliciteriez le peuple français pour donner son avis? De quelle manière? Alors, il y a une opportunité, c'est la présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présidentielle a le mérite d'exister, si elle est encore active en 2017. Hein. C'est-à-dire que là, en fin de compte, on va désigner quelqu'un sur un programme. Après, est-ce que la personne va respecter ce programme? Ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, vous regardez Chirac, qui a été dit pour être élu qu'il lutterait contre l'Union européenne, Mitterrand qui lutterait contre le système bancaire, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il faut un soutien populaire massif en permanence. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui « je suis révolté » ou « révolutionnaire », il s'agit de dire « on reprend le pouvoir et on impose notre volonté ». Et il ne s'agira pas de l'abandonner dans 3 mois ou dans 6 mois. On est bien sur la voie que le peuple, c'est le peuple qui décide. Donc, c'est le peuple qui dit ce que le représentant du peuple mettra en fonctionnement, en action. Ben oui, il n'y a pas le choix. Donc, la présidentielle, pourquoi? Alors, pour élire un nouveau président ou pour élire qui? Alors, je dirais peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une certaine coordination populaire qui va imposer sa politique. Et ça peut se manifester par l'élection présidentielle. Alors après, oui, si vous voulez plus de détails, et là on va aborder l'Assemblée nationale parallèle, dont je suis un des membres fondateurs, il faut qu'en permanence, les citoyens reprennent le contrôle du pays et des institutions et des administrations. Pour cela, on ne va pas changer les règles du jeu du jour au lendemain. Mais il y en a une qui permettrait de reprendre le contrôle, que ce soit de la justice, de la police, de l'IGPN entre autres, hein, ou de l'hôpital. C'est qu'il y ait des collectifs citoyens dans toutes ces administrations qui fonctionnent comme des conseils d'administration et qui soient là pour verrouiller ce qui s'y passe, pour surveiller et verrouiller ce qui se passe. Imaginez que, par exemple, dans un tribunal, il y a en permanence des jurés populaires qui décident de ce qui est jugé, d'une part, mais également qui jugent les juges. Si un juge fait mal son boulot, eh bien, il sera jugé.
Si le peuple veut le pouvoir, il peut l'avoir. Mais encore faut-il qu'il le veuille. Il ne s'agit pas seulement d'être dans la contestation ou la révolte. De dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous prenez des assemblées citoyennes qui seraient là pour surveiller les différents rouages du gouvernement. Alors, ce n'est pas vraiment assemblée citoyenne, si vous voulez. Par exemple, dans les tribunaux, vous avez l'exemple au pénal, où vous avez des jurés. Ce sont des gens qui sont tirés au sort. Après, c'est pas vraiment une assemblée citoyenne, si vous voulez. Ce sont des jurés populaires qui sont là. Alors effectivement, ça peut être des tirés au sort, ça peut être n'importe comment, si vous voulez. À ce niveau-là, oui, les détails sont à mettre en place et à chercher. Mais il faut absolument que la population se dise, on a un pouvoir, on l'a le pouvoir. On a un pouvoir qui est le contre-pouvoir. Tout à fait. Mais ce contre-pouvoir, il s'exprime comment? Par des référendums? Alors, le contre-pouvoir, il est permanent. Aujourd'hui, par exemple, si localement vous avez un industriel, éolien, panneau photovoltaïque ou transformation dans la commune, qui veut faire quelque chose et qui suscite une hostilité. Ben, que font les citoyens naturellement? Ceux qui sont contre, ils se regroupent. C'est ça le contre-pouvoir. Et quelquefois, effectivement, localement, ça marche. Alors, c'est pas simple, parce qu'il s'agit d'affronter des gens qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. On fonctionne tous de la même façon. En chacun de nous, on a une partie de nous qui dit oui, une partie de nous qui dit non. C'est-à-dire qu'on est toujours balancé entre les avantages et les inconvénients d'une situation. Comment décide-t-on? On pèse le pour et le contre, et puis on agit. C'est ça un contre-pouvoir. Il doit être permanent. C'est l'équilibre. Il faut que ce contre-pouvoir soit organisé quand même pour qu'il puisse avoir action sur les différents rouages quand même. Donc c'est là où il faut penser à organiser quelque chose qui puisse fonctionner pour que le contre-pouvoir soit à l'œuvre dans tous les domaines. Oui. Sinon, si c'est à cas par cas, on n'y arrivera pas trop à mon sens. Mais bon, je pense que voilà, il faut qu'il y ait une organisation qui soit prévue initialement pour que ce contre-pouvoir fonctionne à tout niveau, quoi. Oui. Je pense que c'est un peu ce que vous expliquez. Oui, tout à fait. Alors ça commence déjà au niveau local, c'est-à-dire qu'au niveau local, s'il y a quelque chose qui se passe sur lequel il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord, eh ben, ils se rassemblent, ils s'organisent, et puis ils disent on n'est pas d'accord sur ça. Eh bien, il faut imaginer que ça peut se faire au niveau national. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que ça fait une structure un peu compliquée. Oui. Mais si on veut arriver à quelque chose, il n'y a pas d'autre solution. Très bien. D'accord. Eh bien, donc, il faudra voir un petit peu comment la structure sera mise en place pour que ce contre-pouvoir puisse fonctionner dans le cas où vous mèneriez de la gouvernance du peuple. Par contre, je voulais vous poser la question, quelle est votre position par rapport aux guerres en cours? Eh bien, par rapport alors embêter certaines personnes, c'est ce qui se passe par exemple entre Israël et la Palestine, parce que c'est une guerre. Hein. Après, il y a l'autre qui se passe en Ukraine. Il y a quand même des similitudes entre les deux. Les similitudes, c'est que ça soit en Ukraine ou en Palestine, des pouvoirs fascistes, à la limite nazis, ont pris le pouvoir et veulent éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Que ce soit en Ukraine, bon, c'est le régime de Kiev, hein, qui voulait éliminer tous les pro-russes, hein, tous ceux qui parlaient russe, hein, il fallait les éliminer. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont bombardé le Donbass depuis 2014. Et en Palestine, c'est la même chose. Le Hamas a pris le pouvoir lors des élections. Bon, ça n'a pas été très, très agréable. Le Hamas a éliminé tous les opposants physiquement.
Et ça, vous pouvez le voir dans les rapports. À l'époque, il y avait des rapports qui existaient de Amnesty, hein, qui expliquaient que les opposants au Hamas ont été éliminés. Dans les deux cas, c'est un système autoritaire, fasciste, nazi, vous l'appelez comme vous voulez, qui veut imposer sa loi. Et les opposants doivent disparaître. Alors, imaginez que ça se passe en France. Est-ce qu'aujourd'hui les opposants ne sont pas éliminés? Bon, il y a certaines questions qui se posent, par exemple, par rapport aux suicidés. Bon. Si on gêne de trop, effectivement, on prend des risques. À l'ANP, il n'y a pas de chef. Je ne suis pas chef. Hein, donc, c'est basé plutôt sur les cellules, sur le mode résistant de la dernière guerre, c'est-à-dire que chaque collectif, chaque cellule est indépendante, et c'est seulement le jour où il y aura, où ça sera utile, où les collectifs se rassembleront pour agir. Il ne faut pas qu'il y ait de chef. C'est le problème. Alors effectivement, on va trouver des porte-paroles, des représentants, des petits chefs, hein, et chacun. Alors c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des tas de petits partis, et tous les jours il en est un nouveau. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un défaut français aussi, c'est dire ah ben moi je vais être le chef. Hein, je vais être président de l'association locale, je vais être président de ceci, je vais être président de cela. Il y a un problème d'ego aussi. Mais voilà. pour rassembler tout le monde, il faut quand même qu'il y ait un meneur, quand même, quelqu'un qui représente voilà, une idée générale ou ce que l'on veut, parce que s'il n'y a pas de meneur non plus, on part aussi dans tous les sens. Donc, il y a besoin quand même que bon, une voix sincère soit là pour appliquer ce qui a été décidé par le peuple, par le plus grand nombre. Ça, Alors, on ne peut pas laisser… Je ne crois pas qu'il faille des meneurs. Hein. Il y a des gens qui éclairent un petit peu à l'avance. Vous pouvez les appeler meneurs si vous voulez. Il y a des gens qui sont lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui sont très critiques et qui soulèvent des questions importantes. Ce ne sont pas vraiment des meneurs. Ce sont une assemblée telle que l'ANP va permettre à tous ces gens de cohabiter, de se confronter leurs idées et puis de décider. Mais est-ce qu'il y a besoin de meneurs? Pas obligatoirement. Si on ne l'appelle pas meneur, on l'appellerait comment? Alors, représentant? Ça peut être représentant, ça peut être porte-parole, ça peut être lanceur d'alerte. C'est pas vraiment meneur dans le sens autorité, si vous voulez, qui est président de ceci, président de cela. Non, non, non. Absolument. Hein. Il faut sortir du schéma antique. Hein. Oui, je sais bien, il faut une tête à couper. Il faut quand même quelqu'un qui représente une certaine dissidence ou quelque chose, donc il faut quand même qu'on ait ou un représentant effectivement ou un porte-parole, je pense, parce que sinon après ça ne peut pas être mené non plus à bien, parce que la parole générale ne peut pas être portée là où elle doit être apportée, quoi. Donc il y a besoin, peut-être faudrait-il trouver le bon mot qui représente effectivement la voix du peuple ou la voix d'un groupe important de personnes qui veulent voilà, qui représente une idée générale. Vous pouvez l'appeler délégué, représentant, député, vous pouvez lui donner tous les qualificatifs que vous voulez, hein, mais pas meneur. Pas meneur. Si vous voulez. Hein. Ok. Meneur, ça ne vous convient pas. Alors donc, dans le cas où vous avez pris Matignon ou l'Élysée au titre du peuple, quoi, pour représenter le peuple français, quelles sont vos priorités concernant les problèmes intérieurs à la France? Bon, je vous ai déjà évoqué, si vous voulez, la mise en prison immédiate du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État,
de nos représentants, de nos élus depuis quelques années, hein, qui nous ont mis dans cette situation. Fermeture des frontières. Oui. On a aussi des droits de douane, ou vous l'appelez aussi TVA, de 20% sur tous les produits qui rentrent en France, mais également de tous les produits qui transitent par la France. Un exemple, par exemple, en Alsace-Lorraine, que font les transporteurs allemands? Comme sur les autoroutes allemandes, il faut qu'ils payent, eh bien, ils passent par la France pour ne pas payer les taxes allemandes, et donc, ils encombrent, ils polluent, ils détériorent nos chaussées, pour ne pas payer la taxe allemande. Donc, tous ces produits-là, il faut mettre des frontières. On n'a pas le choix. Hein. Attendez, je n'ai pas bien compris. Les transporteurs payent une taxe sur les routes allemandes, c'est ça? Absolument. Pour les emprunter, mais c'est comme un péage en France, non? Oui. Donc, pourquoi en France, on est moins cher qu'en Allemagne? Eh oui. Ah oui. Eh oui. En France, on est moins cher que les péages allemands, que les routes allemandes au niveau des coûts de circulation sur les grands axes? Oui, les transporteurs allemands sont taxés. Sont taxés ou payent un péage? Oui, alors je ne sais pas sous quelle forme. À mon avis, c'est une taxe qu'ils payent. Qui payent. Ouais. Alors, bien sûr, mais ça se reporte aussi, par exemple, sur le kérosène, que ce soit sur des bateaux ou des avions. Aujourd'hui, il n'y a pas de taxe sur ces produits pétroliers. C'est pas normal. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. Quelle sera votre gestion de l'immigration en ce qui concerne l'immigration, qui est un problème un peu important en France et où chacun en a un peu assez de voir cette France surchargée, alors qu'elle n'a plus beaucoup d'emplois, la France. Le problème, si vous voulez, c'est que un immigré qui arrive en France, souvent, il n'a plus de carte d'identité. Il l'a détruite pendant le voyage. Si bien que vous aurez beau le renvoyer, il reviendra avec une nouvelle identité. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de dire on va les renvoyer, on va faire des charters. Non, il faut couper l'appel d'air que l'on a en France. C'est aujourd'hui, en France, n'importe qui arrive, en plus, s'il a 65 ans, on va le prendre en charge, on va lui assurer un minimum vieillesse supérieur à la retraite des agriculteurs, par exemple. Donc, non, c'est pas possible. Donc, tous ces gens qui rentrent illégalement en France, je dis bien illégalement, on les met dans des camps provisoires, bâchés, avec un minimum, avec un seul téléphone fixe pour l'ensemble, qui disent aux copains restez là-bas, ne venez plus, la situation est bloquée, on nous enferme. D'accord, vous fermez les frontières, vous m'avez dit initialement, donc, mais les immigrés qui sont là, illégaux, vous les renvoyez chez eux ou vous fermez la porte à l'immigration? Totalement, mais ceux qui sont là déjà illégalement, vous faites comment? Vous les mettez dans les camps? Bien sûr. D'accord. On voulait les renvoyer chez eux dans leurs différents pays. On ne peut pas les renvoyer, parce que si on les renvoie, ils reviendront. Tant qu'on n'a pas solutionné le problème de l'identité qui est fluctuante en fonction des mouvements, ils reviendront. Donc ça ne sert pas à grand-chose de les renvoyer pour qu'ils reviennent 3 mois après. Donc vous les gardez? Ok. Oui, de toute façon on paiera. Si vous voulez, soit on paye pour les renvoyer, soit on paye pour les enfermer. Bon, après, il faut limiter les frais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est un gros problème quand même. Donc, vous seriez obligé soit de faire des camps, soit parce que je crois qu'il y a quand même une quantité impressionnante et que vous auriez besoin de grandes surfaces pour ça. C'est un peu un sujet… Mais il y a beaucoup de terrains désertiques en France.
On n'a pas de cailloux pour ramasser, mais bon, il y a des surfaces désertiques, oui. Ah ben oui, parce qu'il faudra nous occuper. Hein. Et en ce qui concerne la sécurité, alors quelles seraient vos mesures prioritaires ou les questions que vous aimeriez voir un petit peu réglées au niveau sécurité? Alors, au niveau sécurité, vous avez déjà quelque chose qui est la Déclaration de l'homme, Déclaration des citoyens, des droits de l'homme, c'est que la propriété est sacrée. Qu'est-ce qu'on entend par sacré? C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre chez vous, à titre personnel, n'a aucun droit. Et c'est certainement très dur, mais aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans une maison sans y avoir été autorisé, on devrait pouvoir se défendre. Absolument. On a encore le cas la semaine dernière, un commerçant qui se fait agresser, il se défend avec une bombe lacrymogène, c'est lui qui va en prison, qui est en garde à vue et qui va en prison. Oui. Non, désolé, non, c'est pas possible. Au niveau de la sécurité, donc, vous pensez surtout aux agressions. Donc, non, pas seulement. Pas seulement. Alors, la sécurité, ça va aussi. Il faudra reconquérir les quartiers perdus. Hein. Eh bien là, il n'y aura pas le choix. Hein. C'est-à-dire que l'armée ne devra pas intervenir directement, mais devra être en soutien de la police et de la gendarmerie. C'est-à-dire que si la police et la gendarmerie sont attaquées, l'armée devra les défendre. Oui, pour sécuriser les biens et les personnes en vérité. Oui. Que ce soit agression zéro et que on puisse sortir le soir sans être bien sûr inquiet pour quelqu'un qui est encore dans la rue à 21h dans certains endroits. Ouais. Très bien. Et au niveau de la santé, quelles seraient les mesures prioritaires à votre avis? La propriété est sacrée. La première propriété, c'est notre corps. Hein. Donc, on n'a pas accepté n'importe quel produit, quel qu'il soit, si on n'est pas d'accord. Et comment on peut être d'accord ou pas d'accord si on n'est pas informé? Comment vous mettez en place ça, l'information? Alors, si vous vous rappelez ce que j'ai dit, il y a des collectifs citoyens qui sont dans tous les organismes, y compris au niveau des ARS, hein, c'est-à-dire que tout doit être surveillé. On doit être partout, dans toutes les administrations. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas que l'information générale doit être donnée aussi par le biais des médias, qui devraient être des médias indépendants et qui devraient donner des informations par le biais de scientifiques ou de médecins qui seraient intègres et qui n'auraient pas d'intérêt avec les lobbyistes? Bien sûr. Oui, c'est évident. L'information passe aussi par une connaissance libre que le citoyen peut avoir, parce que quand on est simplement informé par des gens qui ont des intérêts particuliers, c'est évident que l'information sera tronquée. Donc, il faut que les informations puissent être données à tous. Donc, ça passerait par l'éducation aussi ou par l'école. Alors, non, l'école aujourd'hui, c'est plus un bourrage de crâne. Et il y a même des enseignants qui vont jusqu'à dire que c'est la fabrique des crétins. C'est pas l'école qui va sauver. Par contre, si vous avez des collectifs citoyens qui supervisent les ARS, ou obligatoirement, alors après, c'est comment sont-ils nommés ou élus ou tirés au sort? Effectivement, vous pouvez pas mettre n'importe qui dans ces collectifs. Il faut que ce soit des personnes qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet. Hein. D'autre part, grâce aux réseaux sociaux, on sait, il y a tout un réseau de Français et internationaux qui s'est mis en place, qui permet d'avoir des informations.
Alors, les réseaux sociaux, c'est aussi un contre-pouvoir important qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, c'est le contre-pouvoir qui les dérange le plus. Hein. Ils sont là en permanence à surveiller les réseaux sociaux et dire qu'est-ce qui va se passer. Oui, il faudrait surtout qu'on ait des médias qui soient indépendants complètement du pouvoir et qui donnent des informations et qui laissent la libre parole aux personnes qui sont susceptibles de donner des bonnes informations aux citoyens pour que le citoyen s'éduque en même temps, puisque l'éducation n'a pas été donnée par l'école, et puis qu'en même temps, ils apprennent certaines choses de la part de scientifiques avérés. Je pense qu'on a quand même des gens intéressants et importants et nombreux qui ne peuvent pas s'exprimer à l'heure actuelle. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, voilà, c'est à ce niveau-là aussi que, bon, on pourrait faire passer par les informations majeures? Alors, vous avez déjà ce phénomène donc, sur les réseaux sociaux, vous avez des chaînes d'information, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Ça existe déjà. Il faut l'amplifier, c'est tout. Et, alors, peut-être l'organiser, mais c'est pas sûr qu'il faille l'organiser. Parce que dès qu'on tombe dans une organisation hiérarchisée, l'argent commence à rentrer comme but. Si par exemple vous êtes sur YouTube et que vous avez une chaîne d'information, allez sur YouTube, vous allez le voir, pour gagner de l'argent, celui qui va faire sa chaîne d'information, il va faire appel aux finances, à l'aspect financier. Alors, à partir du moment où on met le doigt dans un intérêt financier, c'est un risque. Donc, moi, je préfère que les réseaux sociaux soient libres. Alors, effectivement, ça pose d'autres soucis, mais les réseaux sociaux sont essentiels pour la vie de la société et pour la démocratie. Oui, tout à fait. Donc, après qu'il y ait des médias, c'est assez curieux d'ailleurs, on dit que les médias grand public sont détenus par des milliardaires. Bon, ce qui est vrai. Mais ce qui est curieux, c'est que les journalistes ont quasiment tous une sensibilité de gauche. Comment expliquer que des médias détenus par des milliardaires embauchent des gens avec une sensibilité de gauche? Oui. Ils sont sous ordre, non, je pense aussi. Influencés par des... C'est pas une question d'influence, c'est simplement parce que le néolibéralisme, c'est un faux socialisme. Oui, c'est sûr. Et au niveau de l'éducation nationale, vous pensez quoi de ces nouveaux programmes de l'éducation nationale? Quelles seront les mesures à prendre pour que, bon, on ait une éducation nationale à la hauteur? Eh bien, je dirais brutalement, si effectivement la première chose à faire, c'est apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter. C'est la base, hein, pas tortiller, hein, et puis qu'il n'y ait pas de profs qui fassent de l'idéologie, que les profs déjà commencent par être respectables dans leur tenue. Hein. Quand on voit certaines dégaines, non, c'est pas possible. Hein. Et puis oui, il faut rétablir une autorité. Alors, je dis pas qu'il faut lever le drapeau français tous les matins, non, faut pas exagérer non plus. Hein. Mais quelqu'un a parlé tout à l'heure d'instruction civique, oui, ça fait partie des bases de la société. Il y a un minimum à leur apprendre. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, quel est le rôle de la famille dans une société future? Le rôle de la famille, vous voyez comment par rapport à l'éducation nationale notamment et ces cours d'éducation sexuelle qui vont être donnés à l'école à partir de cette année, à partir de l'âge de 3 ans? Là, il y a beaucoup de questions en même temps. Oui, il y a beaucoup de questions, mais c'est un peu lié. La famille, l'éducation nationale. Le problème général de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on a des visions à court terme.
C'est-à-dire qu'on n'a plus de vision à long terme, c'est-à-dire que la famille aujourd'hui, elle se construit, elle se déconstruit, elle se reconstruit, et puis on passe d'un copain à un autre, etc., etc. Alors pourquoi? Est-ce que c'est un phénomène de société, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'immédiat, on n'envisage pas d'avenir. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui se marient et puis qui tiennent pendant 50 ans? Il y en a de moins en moins. Bon, pourquoi? Il nous manque en général un but fédérateur en disant on va faire quelque chose ensemble, on va construire quelque chose, on va construire une famille. Alors bien sûr, il y en a qui le font, hein. Attendez, il faut pas généraliser, hein. Mais il faut avoir un avenir, il faut redonner envie aux Français. Et ça passe aussi par envie d'avoir des enfants. Et pour ça, il faut un cadre qui le permette. Ouais. Donc un cadre sécuritaire, un cadre également financier qui permette aux gens qui travaillent d'avoir des revenus qui sont suffisants, hein, que ce soit des artisans, des entreprises ou des salariés. On a tous le même problème, hein. C'est-à-dire qu'on veut tous vivre du produit de notre travail, qu'on soit entrepreneur, agriculteur ou salarié. On a tous envie de ça. Hein, il ne faut pas croire que les agriculteurs sont ceci, ou les industriels sont cela. Non, on a tous besoin d'avoir des revenus, et des revenus qui nous permettent de vivre. La différence entre les particuliers et les entreprises, c'est que les entreprises, non seulement doivent faire vivre du personnel, le chef d'entreprise, mais également une société. Mais une société, qu'est-ce que c'est? Une société, c'est simplement une entité, si vous voulez, qui doit prévoir l'avenir et qui investit en fonction de l'avenir. Aujourd'hui, si vous voulez monter une entreprise, est-ce que vous allez le faire en France? Est-ce qu'il y a un avenir pour des entreprises en France? La grande question est là. Ben oui. Dû aux taxes diverses et variées. Par contre, Oui. que faites-vous de la transmission des valeurs de la famille à l'enfant et à l'éducation nationale qui a des prérogatives maintenant importantes par rapport aux enfants, à nos enfants? Oui, alors, bon, bien sûr, je suis contre le programme sexuel qui est imposé donc par l'ONU et l'OMS. Mais à ce sujet-là, il y a quand même une particularité qu'il faut peut-être souligner. Vous avez parallèlement une vaccination contre le HPV. Ça vous dit quelque chose, hein? Mais le HPV, c'est une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi faudrait-il vacciner des enfants contre le HPV? Oui, ça c'est le problème, voilà, de la vaccination obligatoire imposée en France. Oui, mais pas seulement. Comment pouvez-vous justifier de vacciner des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans contre une maladie sexuellement transmissible? Bien d'accord. Donc c'est ce qui veut dire que bon, vous remettez éventuellement en cause l'obligation vaccinale qui est imposée en France, mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire concernant les enfants. J'ai bien compris. Mais ça reporte le problème de la vaccination. C'est pour ça que je vous pose la question. Sur le programme vaccinal français, les 12 vaccins pour les petits. Oui. Si la propriété est sacrée, votre corps est sacré. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, absolument. Hein? Alors, après, le problème, c'est à niveau national, c'est-à-dire que, soi-disant, il y a la santé publique, hein, c'est-à-dire que si, effectivement, il se passe quelque chose, et qui décide de quoi? On le voit, par exemple, avec des épidémies dans les élevages de vaches, ou de moutons, ou de canards. Allez, il faut injecter, ou il faut éliminer.
Tout à fait. Justement, ça revient. Donc, l'agriculture, je voulais que vous en parliez un petit peu. L'agriculture et l'élevage, quelle est votre position et quelles seraient les mesures que vous prendriez et quelles seraient les mesures que vous, effectivement, vous aimeriez que le peuple prenne, que le peuple décide pour libérer un petit peu cette partie fondamentale de la nourriture française, parce que je pense qu'on était en autosuffisance ailleurs, auparavant en France en ce qui concerne l'alimentation, la mer, etc., et qu'on est en train de perdre toute notre autonomie avec voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, quelle est votre position concernant l'agriculture et l'élevage? Eh bien, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une mise en place de frontières et taxation des importations à 20%. À partir de ce moment-là, les agriculteurs français pourront produire et vendre en France. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauver tous les agriculteurs non plus, ou peut-être toutes les entreprises. S'il y a une libre concurrence entre agriculteurs, je dis bien entre agriculteurs, c'est sain pour les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs vont pouvoir décider, j'achète à tel agriculteur ou à tel autre, en fonction du prix ou de la qualité. Alors, il y a des mauvais agriculteurs, il y en a des bons, hein, il y a de tout, mais c'est à la population, c'est aux citoyens d'acheter. Et c'est en achetant qu'il va décider qui est bon, qui est mauvais. Et d'autre part, les réseaux sociaux, mais c'est valable aussi pour tous les commerçants et les entreprises. Et les réseaux sociaux, vous pouvez laisser un avis sur les réseaux sociaux, sur les commerçants, sur les entreprises. Ah ben c'est drôlement utile pour savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Par exemple, vous avez beaucoup de gens qui disent il faut acheter local. Il faut acheter local. Ouais, c'est la mantra, il faut acheter local. Ah non. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il acheter local si celui qui produit localement est un bandit? On n'en savait rien. Oui. C'est au consommateur de décider où il veut acheter ses provisions, en quelque sorte. Voilà. Mais oui. Faire son propre choix, mais je crois que le consommateur n'est pas idiot non plus, quoi. Il voit très bien ce qui est fait correctement ou ce qui ne l'est pas fait. Donc, le choix Oui, revient effectivement, mais à condition que le producteur local puisse survivre aussi. C'est ça le problème, et soit pas justement, soit pas sous le joug des multinationales qui les sabrent parce qu'avec des prix qui sont beaucoup trop bas et qui n'arrivent plus du tout à écouler leurs marchandises. Alors, quelle est votre position par rapport aux multinationales? Si vous avez une taxation de 20% à toute importation, ça va freiner fortement les multinationales. Parce que, obligatoirement, si vous voulez, nos produits vont redevenir un peu compétitifs. On ne peut pas non plus surtaxer à l'infini. Hein, faut pas rêver. Hein. On ne peut pas dire on va mettre une taxe de 50%. Non, il ne faut pas exagérer non plus. On a besoin d'avoir des importations. Hein, si par exemple vous avez les moyens et que vous voulez vous payer des cerises au mois de février, pourquoi pas, hein, simplement vous les paierez 20% plus cher. Bon, bah, oui. Hein, je suis pour la liberté maximum, mais c'est-à-dire que je me refuse à dire tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela, il faut tout verrouiller. Non, chacun est libre, chacun doit être libre. Après, il faut trouver une harmonisation, un équilibre entre les différentes composantes de la société. Tout à fait. Libre choix. Oui. Oui. À condition qu'on ne soit pas handicapé, effectivement, avec malheureusement des revenus peu élevés et un surcoût à l'achat de produits de première nécessité. Alors, je ne parlerai pas des produits de première nécessité. Par contre, ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est qu'une solution relativement simple, mais qui va retoucher aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure dans la précédente discussion. Vous avez aujourd'hui un système législatif qui est extraordinaire.
Aujourd'hui, on vous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ah bah, vous en connaissez beaucoup, ils connaissent la loi. C'est pas possible. Donc, il y a une loi essentielle, c'est celle qui figure toujours dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas, ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est tout bête, hein, Oui, oui. hein. Mais à partir de là, ben, tout est relativement simple. On ne viole pas, on ne tue pas, on n'agresse pas, etc., etc. C'est vrai. Hein? Alors, je suis parti là-dessus, si vous voulez, par ce phénomène de prolifération de lois, que ça soit dans l'agriculture, que ça soit dans les normes des produits, etc., etc. Donc, d'une part, il y a une simplification des normes, des règles et des productions de ceci, de cela, des lois fiscales, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez connaître les lois fiscales, il va falloir embaucher un comptable, un expert comptable, un avocat fiscaliste, et puis pourquoi pas un cabinet complet. C'est ce que disait Jules Corso, trop de lois, tue les lois, quoi. C'est vrai que bon, des règlements, Alors, des lois, c'est vrai que l'Assemblée nationale nous en pond et le Sénat nous en pond de oui, alors, quantité astronomique. alors pourquoi y a-t-il tant de lois? Bonne question, alors on pourrait répondre à la question, mais je vais répondre à la question que vous posiez initialement. Je suis pour l'instauration d'une TVA unique à 20% sur tous les produits. Importés. Importés, les produits importés, vous avez dit, non? Non, pas seulement. Ah, pas seulement. Pas seulement, tous les produits vendus en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'essence comporte 60% de taxes. Donc, s'il n'y a qu'une TVA à 20%, on aura une essence dont le prix sera réduit d'un tiers, en gros. Par contre, cette TVA à 20%, elle s'appliquerait aussi au kérosène des bateaux et des avions, qui actuellement ne payent pas. Oui. Et il faut simplifier au maximum. Hormis les produits alimentaires, j'imagine, parce que 20% sur les produits alimentaires qui sont à 5,5 à l'heure actuelle, ce serait quand même une aberration, à mon sens. Non. Non? 20%? Non. Aujourd'hui, on est submergé par des lois. C'est-à-dire qu'il faut absolument simplifier. Oui. Si vous voulez que nul ne soit censé ignorer la loi, il faut que toutes les lois soient compréhensibles par tout le monde. Oui. Donc, on est obligé de simplifier au maximum. On n'a pas le choix. Soit on continue dans ce système de construction d'usines à gaz. Hein, mais pourquoi, alors, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a des usines à gaz dans les lois, les décrets, les normes et ceci et cela? C'est parce que ça crée des besoins de fonctionnaires. Ça multiplie le nombre de fonctionnaires dont on a besoin. C'est vrai. Et il faut les payer. C'est vrai aussi que les fonctionnaires, on en a un peu à foison en France. Et Monsieur Brugade, étant donné qu'on arrive à bientôt la fin de votre interview, si je peux dire, enfin de votre exposé plutôt, ça serait plus juste. Que pensez-vous du système pénitentiaire en France? Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important aussi au niveau de la sécurisation voilà, des biens et des personnes, puisque vous en parliez. Donc, je pense que le système pénitentiaire a quelque chose à voir avec voilà, la sécurité de l'ensemble du pays. Alors, il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que la prison n'est effectivement pas une solution idéale. C'est-à-dire la prison n'est pas éducative, hein, c'est-à-dire que les gens qui vont en prison, ils ressortent peut-être pire que quand ils y sont rentrés. Donc, de ce côté-là, c'est pas bon.
Après, qui doit-on mettre en prison? Ceux qui sont un danger pour la société. Alors, et quand je dis pour la société, c'est aussi pour les individus. Après, est-ce qu'il faut de la prison pour tout le monde? C'est-à-dire, par exemple, un criminel, faut-il le mettre en prison ou à perpétuité? Les perpétuité n'existe plus en France. Hein. Faut-il le mettre en prison à perpétuité ou faut-il l'éliminer? Là, j'ai mon point de vue qui n'est pas direct, hein, c'est-à-dire que parce que je ne peux pas être le seul à décider. C'est-à-dire si la population décide qu'il faut rétablir la peine de mort, dans certains cas, bah pourquoi pas, hein, un pédocriminel alors on a eu le cas avec l'Algérienne là, qui a assassiné Lola, hein, mais qui a été, ça a été une horreur. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? Alors bien sûr, les psychiatres, les psychologues vont trouver des bonnes excuses en disant, bah oui, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent changer, etc., etc. Bah, donc, il faudrait revoir le système pénitentiaire tel qu'il est en place à l'heure actuelle et peut-être demander au peuple s'il veut que certains jugements soient revus ou soient avec alors déjà, s'il y a des jurés populaires dans tous les jugements, les jurés populaires vont décider de ce qu'il est à eux de mettre en place en permanence. Oui. Et il faut se dire que toute la loi, tous les décrets et compagnie ont fait table rase. Aujourd'hui, c'est la population qui devra avoir le pouvoir. C'est la population. Quelle que soit la loi, nous, on décide de ça. C'est ça. Donc, c'est au peuple de choisir ce qu'il veut dans les différents domaines. De décider en permanence, hein, pas ponctuellement, en permanence. C'est ça. Et vous n'utilisez pas les référendums pour que le peuple dans son entier puisse avoir son avis sur des points cruciaux ou fondamentaux? Si, au niveau, par exemple, quand je parle de simplification des lois, loi fiscale, loi ordinaire, loi pénale, etc. Là, on est obligé de passer par un référendum. Parce que c'est un changement de politique trop important. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez une multiplication de fiscalité, de taux de fiscalité, de CSG, de RDS, de ceci, de cela, si tout ça s'est remplacé par une seule formule, il faut que ce soit les Français qui le décident. C'est-à-dire, soit c'est un système simple, compréhensible par tout le monde, soit on continue dans ce système où il faut multiplier le nombre de lois, de décrets et de taxes. C'est un choix populaire, ça. C'est la question que vous poseriez à l'intégralité du peuple à ce moment-là pour que voilà, il décide de ses orientations. Oui, parce que c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire, il faut accepter, si vous voulez, l'idée que on sort d'un système, d'une usine à gaz, pour dire maintenant, on veut comprendre et on veut avoir la maîtrise de ce qui se fait. Tout à fait. Alors, c'est un changement de mentalité. C'est pas seulement des questions financières, fiscales ou législatives. Le peuple doit avoir la maîtrise de son destin et la maîtrise de ses choix et la maîtrise de sa destinée, en quelque sorte. En permanence, oui. En permanence. Mmh. Donc, ouais.
Et c'est vrai que bon, donner sa souveraineté à des personnes qui font de votre voix, de votre vote, ce qu'il veut après, c'est pas normal non plus. Donc effectivement, il faudrait quand même qu'une gouvernance par le peuple soit vraiment active et soit mise en place pour que, voilà, pour le bien de tous, quoi. Et que chacun y retrouve un petit peu et participe aussi à l'organisation du pays, quoi, à l'organisation de sa vie, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce que vous, c'est ce que vous. Alors, excusez-moi, ça a été coupé pendant 30 secondes. Oui, je disais que voilà, et il faudrait que le peuple en permanence ne remette pas sa souveraineté entre les mains de personnes qui en font ce qu'ils veulent, mais que le peuple choisisse et détermine sa destinée et ses choix. Alors, la question n'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que le peuple doit toujours être en contre-pouvoir. Après qu'il décide de conserver le système électoraliste qui existe, pourquoi pas, hein, mais il doit être un contre-pouvoir en permanence. Il doit être juste. Hein. À condition que ce contre-pouvoir soit écouté et que ce que demande le contre-pouvoir soit mis en œuvre. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il soit mis en œuvre, et pas seulement qu'il soit écouté, que ce contre-pouvoir ait le pouvoir de sanctionner les décideurs. D'accord. Ok. Très bien. Je pense que vous avez été très clair, Monsieur Brugade. Et je vois qu'il est bientôt 16 heures et que certainement l'interlocuteur qui doit venir doit être bientôt présent. Donc, personnellement, je vous remercie d'avoir participé et de nous avoir présenté, d'avoir présenté votre vision des choses et la manière dont vous voudriez que la France se relève de tout ce marasme dans lequel on est actuellement. Voilà. Mais merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Brugade.